Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international. Bonjour et bienvenue dans le journal écho de Lyon Décideur. Les journées de l'économie fêtent leurs 15 ans avec pour thème les bifurcations de l'économie. Cette année, on en parle avec leur fondateur et directeur général, Pascal Lemairer, dans un instant. Et tout de suite, quelques infos en bref avec les chiffres du chômage qui continuent de baisser dans la région et la métropole de Lyon, avec un repli de 0,6% en Auvergne-Rhône-Alpes au troisième trimestre, repli de 1,3% dans le Rhône et même de 1,4% dans la métropole de Lyon. Au niveau national, les chiffres sont pratiquement stables sur ce troisième trimestre. En rythme annuel cette fois-ci, la baisse du nombre de demandeurs d'emploi reste importante dans notre région, moins 12,3% en Auvergne-Rhône-Alpes, moins 13,3% dans le Rhône et moins 13,4% dans la métropole de Lyon. La start-up OE, spécialisée dans le vin biologique et engagée dans la viticulture durable, vient de lever 5 millions d'euros après une précédente levée de 2,5 millions, de l'argent frais qu'elle compte utiliser pour franchir un palier commercial. Objectif, passer de 2000 points de vente à 10 000 avec un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros en 2025. Le leader de l'homéopathie Boiron poursuit son redressement avec un chiffre de 385 millions d'euros au 30 septembre, en croissance de plus 25%, dont plus 16,4% en France et plus 35% à l'international. Les nouveaux produits de Boiron représentent plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 9 mois. Valérie Lorenz-Poinceau, la directrice générale de Boiron, annonce un exercice 2022 en progression, tant en termes de chiffre d'affaires que de rentabilité. Enfin, le chiffre du jour, 12 millions d'euros, c'est le montant de l'investissement réalisé par UPS pour son hub logistique sur la plateforme aéroportuaire de Lyon-Saint-Exupéry. Ce bâtiment de 3000 m² leur permettra de multiplier par 2 leur capacité de traitement. Place à notre invité à présent, Pascal Lemairer, directeur général des Journées de l'économie. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et puis, vous êtes aussi celui qui les a inventées, ces Journées de l'économie, voici 15 ans. Rappelez-nous comment l'histoire a commencé au tout début. Au tout début, il y avait une initiative du ministère de l'économie qui espérait faire un site pour parler à tous les Français d'économie. Et ça me semblait être assez difficile de faire que Bercy parle à tous les Français d'économie. Et j'avais dit, il vaudrait mieux que ça soit dans une ville, plutôt en province, et sous un format plus décontracté, où on puisse parler avec tous les gens de ces sujets, en faisant se rencontrer des économistes, des chefs d'entreprise, des acteurs sociaux, des politiques, des experts d'administration. Et à partir du moment où vous avez vocation à traiter d'un sujet, eh bien qu'on montre un petit peu où on en était, des analyses, de nos connaissances, et que chacun reparte en ayant une idée un peu plus précise des problèmes qu'il fallait résoudre aujourd'hui. Alors, quel souvenir vous gardez de cette première édition? C'était au moment de la crise financière, c'est ça? Eh oui, c'était en 2008. Le hasard a fait que le succès était au rendez-vous de la première édition, puisque la plupart des gens disaient « laissez-nous rentrer, on veut comprendre pourquoi il y a une crise financière ». Je pense que la conjoncture était favorable à l'événement, moins à la situation économique. Voilà. Alors on peut dire 15 ans plus tard, une formidable réussite. Les Journées de l'économie, les GECO, c'est autour de quoi, 40 000 participants, 65 conférences et oui, 250 intervenants. Oui, exactement. Donc en fait, chacun peut trouver dans ce grand menu très très large les sujets qui l'intéressent. Ce que j'essaie, c'est qu'on parle autant de sujets vie quotidienne, comme la condition de vie animale. On pourrait penser que les économistes n'ont rien à dire. Eh bien, écoutez, Toulouse School of Economics propose une conférence sur ce sujet. Et à l'autre bout, on a toujours des questions sur l'avenir de l'Europe, sur l'inflation, le pouvoir d'achat. Donc on va des sujets les plus personnels aux grands sujets macroéconomiques. Voilà. Et vous prouvez que l'économie intéresse les citoyens. C'était ça aussi votre pari au départ? Oui, je pense que les gens ont tous un avis sur les questions économiques. Quand on leur demande qu'est-ce qu'il faudrait faire, on a beaucoup de premiers ministres en France. Ce qui est intéressant, c'est de voir finalement les résultats qu'on a. Les chercheurs ne parlent pas assez avec la population, alors qu'ils ont beaucoup de choses à nous raconter. Et de l'autre côté, tous ceux qui sont des acteurs dans la société, qui prennent des initiatives, c'est intéressant qu'ils nous racontent aussi leurs expériences. Et quand on confronte les deux, je pense qu'on a une meilleure compréhension de notre environnement. Ce n'est pas si simple d'arriver à faire avancer un pays. Je pense que si on réfléchit tous ensemble, on s'aperçoit qu'il y a comme quelque chose qui est du bien-être dans la salle, quand on comprend mieux un problème qui paraît assez insoluble. Alors, on se souvient que fin 2019, vous aviez traité comme thème la décennie de tous les dangers,
Alors cette année, avant même, je crois, les événements géopolitiques, hein, vous avez choisi de vous intéresser aux bifurcations de l'économie. Dans quelle direction ces bifurcations alors? D'abord, on avait raison en 2019. Voilà. La décennie est réellement celle de tous les dangers. On voit bien qu'on ne va pas pouvoir faire demain comme on faisait hier. Et c'est difficile d'expliquer ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens se disent, bon, on va faire le gros dos, on va laisser passer la situation qui est un peu compliquée, et puis on retrouvera notre vie tranquille après. Je pense que là, on va vers une vie qui va être différente. On va produire autrement, on va consommer autrement, on va devoir repenser aussi la répartition. Ce sont des choses qui vont changer la manière de vivre en société, et je pense qu'on ne pourra ni le faire en l'imposant par un pouvoir central, ni par un marché qui prendrait toutes les initiatives. Au milieu, il va y avoir cette société civile, ces citoyens qui doivent entrer dans une discussion sereine pour arriver à voir comment on va changer nos comportements les uns et les autres. Et le sentiment qu'on est globalement dans une impasse et qu'il faut essayer donc d'autres directions? Une impasse, je pense qu'on a tous compris que ça va être difficile de retrouver de l'énergie bon marché, que ça va être difficile d'avoir ici un environnement qui soit le même qu'il y a 20 ou 30 ans. Donc il faut s'adapter, il faut prendre des décisions et modifier un petit peu nos modes de vie les uns et les autres. Alors ces bifurcations, c'est à la fois le changement climatique, c'est les suites de la crise sanitaire, c'est la Russie qui nous les impose? Je pense que se produisent en effet un peu tous les éléments en même temps. Les relations internationales sont bouleversées actuellement. Notre environnement, bien sûr, mais ça veut dire que pour les entreprises, c'est quand même très très difficile d'avoir une lisibilité de cette situation, que pour les salariés, ça peut être angoissant quand ils doivent essayer de s'inscrire sur le long terme. S'adapter, ça veut dire que nos systèmes éducatifs, de la toute petite enfance jusqu'à la formation permanente des adultes, vont certainement être un élément central de ce qui va se passer là dans les années à venir. On va tous devoir s'adapter. Les uns et les autres, on a tous connu des chocs sur lesquels il a fallu changer quelque chose dans notre carrière, mais là, ça va être certainement beaucoup plus frappant. On changera de métier, on devra faire des choses ensemble, et j'insiste sur la petite enfance, parce que apprendre à collaborer, à travailler ensemble, ça commence très tôt à l'école maternelle. Et la France n'est pas du tout un spécialiste de cette question. On est la société de la défiance, c'est-à-dire la société où on a beaucoup de mal à faire les choses ensemble. Alors vous avez évoqué le fait, vous avez dit les solutions ne peuvent pas venir de Paris, enfin de façon verticale. Ce n'est pas non plus le marché qui peut tout imposer. On voit aussi beaucoup monter le phénomène des populismes, oui, y compris en Europe, hein, en Italie, en Suède et dans d'autres pays. La réponse à tout ça? Alors, on va par exemple faire deux conférences avec Stéphanie Stankeva, qui est une grande spécialiste justement de comment on peut arriver à faire accepter des décisions publiques qui sont incontournables. Et on s'aperçoit qu'il faut un réel travail, il faut y avoir réfléchi. Un autre économiste qui s'appelle Daron Acemoglu a publié Le couloir étroit. Il a dit entre le pouvoir et la liberté, il y a une marge très étroite. Si vous n'arrivez pas à vous mettre dans cette marge-là, les changements échoueront. Donc oui, il y a actuellement des gens qui travaillent pour dire voilà comment on peut arriver à conduire des changements qui seront acceptés par la société. Alors on en vient donc à ces 3 jours de débat, hein, quelques conférences plénières, les 15, 16 et 17 novembre, et puis beaucoup de conférences, de débats. Quel temps fort avez-vous envie de retenir et nous évoquer là? On commencera avec la France à l'horizon 2030. Je pense que sur la décennie que nous avons commencé, il est important d'apporter des éclairages. Jean Tirole, qui a publié un rapport collectif avec Olivier Blanchard sur le sujet, sera là. Et donc je pense que c'est bien de partir finalement de notre pays pour arriver plus globalement à comment nos démocraties vont arriver à s'adapter. Et la conférence finale sera justement sur l'État, le marché, la société civile, comment ce triangle va arriver à fonctionner, parce que jusque-là, on a vu que c'était très très compliqué de faire marcher les trois ensemble. Alors vous avez évoqué quelques invités, si on doit en citer d'autres dans les têtes d'affiche, j'ai envie de dire. Par exemple, Romano Prodi, qui viendra sur l'Europe. Je pense qu'il est très important qu'il y ait des Européens et pas des Français qui viennent nous parler d'Europe d'un point de vue qui n'est pas celui toujours des Français quand on parle de l'Europe. Donc on va traiter ces sujets. Et puis vous verrez, vous avez les intervenants, je pense un peu incontournables quand on parle de la croissance, de l'inflation, du chômage, de la répartition, qui seront là et qui nous diront aussi un petit peu comment on va devoir adapter des questions comme le partage entre le capital et le travail. On voit qu'on parle beaucoup... Le débat, oui, sur les super profits. Sur les super profits. Je pense que c'est une réflexion sereine qu'il faut mener et on va le traiter dans le cadre des GECO. Est-ce que vous êtes inquiet de la tournure des événements internationaux et des risques pour la France et l'Europe? Alors, il y a des tensions internationales très fortes.
faut voir que contrairement à ce qu'on nous raconte, on n'est pas entré dans la démondialisation. C'est sur les chaînes de valeur. C'est vrai que c'est compliqué pour les industriels, mais si vous regardez tout ce qu'on appelle les services intermédiaires, les services aux entreprises, eh bien la mondialisation continue. En fait, on a quand même une très très grande adaptation des acteurs économiques à toutes les tensions internationales. Ce sont des mutations un peu invisibles, on en parlera, mais bien évidemment, on est entré dans une période où il va falloir retrouver une manière, en tout cas, de gérer nos relations internationales. C'est pas jouable à long terme de rester dans la situation où nous sommes actuellement. On semble se diriger de façon inexorable vers une récession. Est-ce que ce n'est pas aussi cette récession qui peut peut-être faire reculer l'inflation ? Alors, il faudrait quand même être assez réaliste où on nous parle de récession, de reprise. Ce qu'on avait fait, évidemment, en 2021, c'était de rattraper la situation de 2020. C'est-à-dire qu'on avait perdu la croissance en 2020, on la rattrape en 2021. En 2022, on continue à faire un petit peu de croissance qui est la suite du rattrapage. Mais il y a une chose qui est en train de se produire, c'est que ce qui crée de la richesse, c'est les gains de productivité. Les gains de productivité dans les années 1970, ça paraît très très loin. La plupart des pays industrialisés faisaient 6-5% de croissance de productivité par an à partager. Maintenant, on fait maximum 1%, et si vous prenez l'Italie ou le Royaume-Uni, c'est 0. Quand on fait 0 de gain de productivité, le partage est très tendu parce que la seule solution, c'est qu'il faut prendre aux uns pour pouvoir donner aux autres. Donc il va falloir trouver une société où certainement on ne fera plus la croissance économique qu'on a connue. On a encore des marges pour faire des gains de productivité. Je pense que c'est vraiment la formation, ce que je racontais tout à l'heure, qui va être l'élément essentiel de la capacité à coopérer pour résoudre des problèmes ensemble. Et on fera moins de croissance, il y aura moins donc de gains, et il faudra un peu réorganiser le partage, puisqu'on ne pourra pas espérer beaucoup dans les suppléments de richesse dans l'avenir. L'Europe a semblé relativement unie ces derniers temps, mais depuis quelques semaines, le couple franco-allemand semble se distendre. Est-ce aussi un sujet de préoccupation ? Alors, c'est évidemment ennuyeux que ce couple-là soit un petit peu moins uni que ceux qu'on avait vus dans la période récente. Maintenant, ça peut aussi être un bon moyen pour recréer de l'unité européenne. Si vous regardez du côté des Italiens ou des Espagnols, ils sont un peu agacés de ce couple privilégié pour structurer l'Europe. Ils ont souvent essayé de faire des efforts. Je prends les Italiens qui sont dans une situation compliquée. Dans le passé, ils avaient fait vraiment des efforts. Mario Monti nous l'avait raconté. Il a dit, vraiment, j'avais essayé de contrôler la dette et on avait l'impression que les Français et les Allemands, ils parlaient au-dessus de nous sans regarder vraiment ce qu'on avait fait. Peut-être que c'est l'occasion aussi de penser que même si cet axe-là est fort, il faut aussi être dans une relation avec tous les pays de l'Union européenne. Et je pense qu'on a quand même là une très belle opportunité. Je pense que les Européens se sont rendus compte que c'est quand même pas mal d'être dans l'Union européenne. Quand on regarde sur le prix de l'énergie, quand on regarde sur la gestion de la pandémie, on a eu là des éléments où ça a changé quand même notre vie quotidienne. Donc il ne faudrait pas rater cette opportunité. Je crois que les Français qui n'ont jamais été vraiment très très européens le sont peut-être un petit peu plus parce qu'ils voient que ça peut améliorer leur vie. Et donc Emmanuel Macron a eu raison de rencontrer la nouvelle présidente du Conseil italien dimanche soir. On doit parler avec tout le monde. Dans l'Union européenne, ça paraît très compliqué qu'on fasse les choses autrement. Et puis, continuons les initiatives. Moi, je pense qu'on a quand même beaucoup développé, par exemple, l'apprentissage en France. Vous avez vu qu'on est passé de 400 à 800 000 apprentis. Eh ben, pourquoi ne pas le faire à l'échelle européenne ? Pourquoi ne pas développer ? Ça existe déjà. Beaucoup en Allemagne, oui. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'au niveau européen, on ne le développerait pas ? Quand je vous parlais de l'éducation, ça serait quand même une excellente manière de faire l'Europe si les apprentis pouvaient davantage circuler à l'échelle européenne. Très bien. Merci beaucoup Pascal Lemairer d'être venu nous présenter cette 15e édition des Journées de l'économie les 15, 16 et 17 novembre. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire sur le site. Sur le site, journéeconomie.org. Merci beaucoup Pascal Lemairer. Merci. Et on rappelle, organisé par la Fédération pour l'Université de Lyon. Oui, c'est ça, la Fondation pour l'Université de Lyon. Merci beaucoup. Très bon week-end. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. C'était le journal éco de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international.